Voilà, des témoignages désarmants qui mettent à bas beaucoup de préjugés. Une véritable découverte de la profondeur du malaise de ceux qui passent plus de temps que nous avec nos enfants. Marion Raoul, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 25 ans, vous êtes une future professeure, on l'espère. Vous allez nous dire où vous en êtes, mais déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, s'il vous a parlé? En fait, j'aurais aimé qu'on nous montre ce film pendant la formation. On n'est pas assez au courant de ce qu'on peut rencontrer. On nous explique qu'on peut avoir des enfants plus difficiles que d'autres, qu'on peut tomber dans des quartiers difficiles, mais on nous le dit simplement. Et c'est vrai que ce film montre la réalité d'un côté. Et je pense qu'il est vraiment très, très intéressant. Et moi, je le recommanderais en fait, de le montrer aux futurs enseignants. C'était un rêve de petite fille de devenir prof. Ça vous a pris à quel âge? Alors en fait, oui, c'est vraiment un rêve de petite fille. À l'âge de 9 ans, j'étais en classe de CM1. J'ai ma maîtresse qui m'a donné envie. En fait, c'est une maîtresse qui était musicienne. Oui. Et de par ces séances de musique, elle m'a vraiment donné envie de faire la même profession. Et j'ai jamais abandonné. Et du coup, depuis, vous avez fait tout ce qu'il fallait dans l'ordre pour pouvoir être professeur? Exactement. On m'a dit, il faut un bac. Donc, j'ai passé mon bac. On m'a dit, il faut une licence. J'ai passé ma licence. Et après, on m'a dit, il faut le master. Et là, ça a commencé à se corser. Après, on m'a dit, surtout, il faut un concours. Et c'est là que j'ai compris la difficulté de ce concours. Vous avez été admissible cette année. Tout à fait. Mais il y a eu combien d'échecs avant? Il y a eu 3 échecs avant. Oui. Donc, 3 échecs difficiles. C'est pas évident parce qu'on passe des mois à se préparer. Et c'est vrai que chaque année, se retrouver confronté à l'échec, c'est pas du tout Puis à chaque évident. fois, des échecs tout petits. Oui, vraiment, exactement. Des petits échecs à rien du tout, mais qui font que ça passe pas quand même. Et du coup, vous avez changé d'académie? Oui, j'ai décidé de le passer cette année dans l'Académie de Versailles. Parce que? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de postes et plus de chances de réussite. Alors, ce qu'on n'imagine pas, c'est encore un des préjugés, c'est que le concours est très difficile. Il y a un niveau assez élevé, c'est vrai, il faut dire ce qui est. Il y a 2 étapes. Il y a l'étape des écrits qui ont lieu au mois d'avril et il y a l'étape des écrits, oraux. ça comprend quoi? Ça comprend uniquement le français et les maths. D'accord. Et maths au niveau bac L ou bac... Non, un niveau maths qui, moi, m'a assez surprise quand même. D'accord. Je viens d'un niveau littéraire, un milieu littéraire, donc... Niveau de maths, c'est vrai que ça m'a assez déroutée. La première année, je me suis dit, bon, l'année d'après, ça le fera. Et en fait, je me rends compte que faut une bonne remise à niveau quand même pour acquérir les connaissances qu'on nous demande pour le concours. D'accord. Et après, les oraux, donc ce que j'ai pu cette année enfin passer. Donc là, on est vraiment plus lié sur ce que je dis moi, le métier, le système éducatif, le PS, vraiment. Et c'était chouette pour moi de pouvoir cette année, même si je suis encore dans l'attente des résultats, de me dire que je pouvais démontrer justement que j'étais capable et qu'on me laisse l'opportunité d'aller aux oraux contrairement aux années précédentes. Donc résultat dans 2 jours. C'est ça. Et idéalement, quel type de classe vous aimeriez? Alors moi, je me suis toujours prédestinée aux plus grands, donc des CM1, des CM2. Après, forcément, si à la rentrée, on m'annonce que j'ai une classe de maternelle, je serai la plus heureuse quand même. D'accord. Jennifer Vier, bonsoir. Bonsoir. Vous enseignez, vous, depuis près de 10 ans. Déjà, à l'époque, c'est difficile, ce concours des écoles? Moi, je me reconnais complètement. J'ai mis plusieurs années à avoir mon concours. J'ai fini par le passer dans l'Académie de Créteil. Pour la même raison aussi parce Pour les mêmes raisons, ouais. Et donc, j'ai démarré tout de suite dans le Grand Bain en REP+, très formateur. Et je sais que voilà, je me reconnais tout à fait dans ce que tu peux dire. Et c'était déjà difficile à l'époque. Je crois que ça l'est encore plus aujourd'hui. Et c'était aussi une vocation chez vous, l'enseignement? Ouais. J'ai toujours voulu faire ça. Je ne me voyais pas faire autre chose. Par exemple, d'une maîtresse, de quoi vous vous souvenez? J'ai des images, des souvenirs de moi, ma scolarité. Et puis, j'ai eu une envie aussi. J'ai pas forcément été toujours très bonne élève. Et je crois que j'ai eu envie de passer dans les coulisses pour essayer de motiver tous ceux qui pouvaient avoir mon profil à l'époque. Et donc, ça a été une vraie vocation. Donc, vous avez commencé dans le 93. Classe difficile? Classe milieu difficile, c'est-à-dire milieu défavorisé, REP+, Bobigny. Après, on a beaucoup d'aides. Que ce soit financière ou au niveau des humaines, on est aussi beaucoup plus proche, moi j'ai trouvé, de notre hiérarchie, parce qu'effectivement c'est des milieux compliqués et qu'on est souvent généralement des débutants. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous envoie un petit peu dans l'arène. C'est plutôt étonnant. Ça, on débute, on fait nos armes là-bas et finalement, si ça peut faire peur à certains, moi je suis très contente de ma formation parce qu'aujourd'hui ça m'a donné un bagage que je peux réutiliser. Partout, je pense. Aujourd'hui, vous êtes dans une école de campagne avec combien d'élèves? 29 élèves.
À quel niveau vous êtes? CE2. CE2, d'accord. Et je suis dans une école avec intégration Ulysse. Donc c'est une classe inclusion pour tous les élèves en situation de handicap. Et il y a combien d'élèves? J'en ai 3 qui sont accueillis dans ma classe tous les jours, quoi. Pour un professeur comme vous, qui a quand même déjà 10 ans d'ancienneté, travailler dans des classes avec milieu difficile ou avec des enfants en inclusion, c'est encore plus de combat, c'est encore plus intéressant? Alors c'est différent parce que cette année je suis vraiment pas dans un milieu difficile ou compliqué mais il y a d'autres difficultés. Par exemple un effectif de 30 élèves, c'est très difficile à gérer avec l'expérience ou pas. Des élèves en situation de handicap, on n'est pas préparé à ça, on n'a aucune formation, on n'a pas vraiment d'aide humaine non plus. On va y revenir, oui, effectivement. C'est compliqué. Et à l'inverse, quand on était en situation, donc quand j'étais en situation de REP+, on avait moins d'élèves, mais avec un bagage une histoire très compliquée pour chacun d'entre eux. Justement, vous comprenez qu'on mette des enseignants tout début de parcours dans ces classes, parce que c'est quand même, ça peut décourager. Alors je le comprends, non. Maintenant j'ai compris le système, c'est-à-dire que nous on a un système de mutation, il faut des points, un peu comme un jeu de société. Et quand on débute, on n'a pas de points, donc on va forcément dans les endroits où on peut pas, dont personne ne veut. Et le système est mal fait, quoi. Effectivement. Mais en même temps, quand on a 20 ans d'ancienneté, est-ce qu'on a envie aussi de s'user la santé alors qu'on a fait ses preuves et qu'on peut peut-être mériter un plus calme. Ouais, un temps plus calme. Aymeric Patrico, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié en mars dernier ce livre « Les bons profs ». C'est aux éditions Plein Jour, donc vous êtes enseignant. Vous, ce n'est pas vraiment une vocation. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, j'avais une image du métier assez triste. Je trouvais que les profs étaient piégés au collège, au lycée. Ils ne devenaient pas vraiment des adultes, finalement, puisqu'ils s'adressaient toute leur vie à des enfants. Oui. Et puis comme j'étais bon aussi en maths, en gros, mes amis me disaient ce serait dommage de ne pas profiter aussi de ton talent pour les maths. Donc le côté prof de français me semblait un peu limité. Bon. Et j'ai fini par j'ai fait HEC finalement en pensant que l'entreprise m'initierait au monde moderne. Et j'ai déchanté. Et là, c'est vraiment l'appel de la littérature, enfin l'amour de la littérature qui m'a fait choisir le métier. Donc je suis venu au métier non pas par l'amour de l'enseignement lui-même, mais vraiment l'amour de la matière. L'envie de transmettre la littérature. En tout cas, oui, c'était ça. En tout cas, l'envie de rester en contact avec la littérature. Et quand vous avez eu votre premier cours, vous êtes dit, ça y est, c'est ça ma vocation. C'est vrai que je me souviens très bien de cette minute précise où j'ai poussé pour la première fois la porte et je ne savais pas si, au bout d'une heure, j'aimerais le métier. Non. Et je l'ai aimé au bout d'une heure. Vous êtes rentré en vous disant, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime la littérature, est-ce que j'aime l'enseignement? Je ne sais pas. Et au bout d'une heure, je me suis dit, ah oui, j'aime ça. Parce Pourquoi? que ça s'était bien passé. Ouais. J'ai aimé le contact avec les ados. Je trouvais qu'il y avait une vie, une joie de vivre. Et puis, tout de suite, j'ai eu le sentiment de trouver une parole qui passait. Bon, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, au bout d'une heure, je me suis dit que le métier me plaisait. J'ai déchanté par la suite. Ça, on va y revenir, pas bien sûr. Anne Barrère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue de l'éducation, vous enseignez à Paris Descartes et vous avez publié chez Armand Collin ce livre « Les malaises enseignants ». Alors, selon les chiffres d'une enquête de l'OCDE, 5% des enseignants français pensent que leur métier est valorisé dans notre société. C'est une véritable crise existentielle. Est-ce qu'elle est très récente, cette crise ? Alors, oui, c'est un chiffre impressionnant. Le mot malaise, en tout cas, est pas du tout récent, puisque un rapport, là, on a retrouvé trace au début du XXe siècle, où on parlait déjà de malaise enseignant. D'accord. Alors, sans doute pas le même, et évidemment pas dans les mêmes circonstances. C'est la raison pour laquelle vous faisiez allusion à une partie du malaise, qui est le sentiment de ne pas être reconnu ou d'être insuffisamment valorisé dans la société pour un travail qui est très complexe, on va le voir, dont une partie est invisible aux yeux. Oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment des préjugés, notamment là, effectivement, sur le nombre d'heures de travail. Ouais. À l'extérieur, les gens pensent tous qu'en dehors des 25 heures de travail, vous ne faites rien. Oui. Vraiment. C'est une méconnaissance totale. Oui. Alors, cependant, bon, il y a plusieurs malaises, je trouve, et je trouve que le reportage en montrait bien certains. Il y a aussi un grand paradoxe, parce que quand on fait des sondages d'opinion basiques dans la société tout venant,
on se rend compte que les Français aiment plutôt les profs, qui trouvent qu'ils ont un métier très difficile, surtout depuis peut-être aussi la médiatisation des faits de violence scolaire. Et donc, il y a un vrai malentendu. Mais il n'en reste pas moins que, effectivement, comme on l'entend aussi dans le reportage, les profs se sentent méconnus, je dirais, et pourtant regardés par tout le monde. Je crois que c'est aussi ça qui fait un peu la tension et une partie du malaise aujourd'hui. On va regarder un extrait du documentaire et retrouver David dans sa classe de maternelle, c'est à Herblay, dans le Val d'Oise. Regardez. Alors maintenant, tu vas essayer de faire le ta, T-A. Vas-y. Très bien, c'est bien. Alors, tu vois, Anderson, je veux plus que tu pleures quand je te demande de faire l'écriture. D'accord, Loulou? Si je te donne de l'écriture, c'est que je sais que tu es capable. Si j'avais pensé une seconde que c'était trop difficile pour toi, c'est pas ce travail-là que je t'aurais donné. Je t'en aurais donné un autre. Moi, je savais que tu allais y arriver. D'accord, Loulou? Je pense que c'est une revanche que je prends sur l'école, parce qu'il y a des moments de mon enfant, enfin de la période pendant laquelle j'étais élève, il y a des moments où j'ai mal vécu. Ça c'est le là et F. Très bien. Alors tu t'es juste trompé avec le K et le B. C'est au collège où j'ai mal vécu des moments où j'ai voulu intervenir en classe et où en fait j'ai l'enseignante elle-même, même pas ma camarade de classe, mais l'enseignante qui s'est moquée de moi. Et là, on avait l'impression qu'il y avait quoi comme lettre? C'est quoi ça, cette lettre? Un non, le U, c'est ça, les loulous. Ça, c'est le U. Je veux être prof et faire en sorte que l'enfant puisse oser parler, qu'il puisse oser se tromper, qu'il puisse se tromper et recommencer. Et c'est vraiment ma particularité, on va dire. C'est que j'insiste énormément là-dessus. Le bien-être de l'enfant à l'école, en fait. Peut-être le mot prince, je sais plus. Prince. Voilà, je veux voir des regards avec des grands sourires, parce que là... Voilà. Marion, c'est ça la vision à la fois moderne et idéale du maître d'école? Totalement. Moi, quand je le vois, en fait, c'est absolument ce que j'aime dans ce métier. On sent sa bienveillance. On sent qu'il est passionné par ce qu'il fait. Il raconte qu'à travers son histoire, ça n'a pas été évident pour lui à l'école. Et pourtant, aujourd'hui, on voit, sans le connaître, on ressent que c'est un enseignant qui aime ce qu'il fait, qui valorise les enfants. Et moi, c'est absolument la raison pour laquelle je veux faire ce métier. Parce que vous avez vous étiez contractuel l'an dernier? Tout à fait. En classe 2, CE2, CM1. Et les enfants, ils étaient comme ça, tout souriants? Oui. En fait, j'ai tout fait pour. Oui. Pour moi, la plus belle chose, c'est de voir les enfants arriver le matin avec le sourire. Avant tout, en fait, de savoir qu'ils sont heureux de venir en classe, de venir à l'école. Et c'est vrai que durant les 7 mois où j'ai été contractuelle, j'étais à temps complet, donc j'avais cette chance de les voir au quotidien. Et c'est vrai que c'était un bonheur de les voir arriver le sourire. Bonjour maîtresse, content d'être là. On a quand même l'impression que la vision, en tout cas, de la part des parents a quand même changé. C'est vrai qu'on attend d'un enseignant qui soit efficace et bienveillant, mais il y a quand même une pression nouvelle, non, sur les enseignants, et notamment de la part des parents, une pression d'efficacité. Ça, c'est très net. En fait, on est rentré dans un système de massification scolaire. C'est qu'en gros, depuis les années 80%, à peu de choses près, des élèves passent par le système et attendent un métier à la sortie du système. Donc, il y a une pression de la part des élèves qui veulent que les profs les préparent aux examens, une pression de la part des parents, une pression de la part de la classe politique qui attend des profs qui forment les élèves. Donc, le prof est parfois pris entre deux feux, qui est son idéal, qui est parfois un idéal humaniste. Heureux. Voilà, comme on a vu à l'écran, et c'est vrai que c'est des très beaux exemples. Ouais. Mais l'institution attend autre chose, qui est ce qu'on appelle la formation des compétences. On veut que les élèves acquièrent des compétences. Et parfois, il y a un côté un peu asséchant de ces listes de compétences qu'on attend et de ces préparations aux concours, aux examens, qui est utile, mais le métier n'est pas que ça. Si c'était que ça, ce serait un peu triste. Anne Barrère, c'est vrai que on a un peu l'impression, justement, avec cette course à l'efficacité qu'on demande aux professeurs, que c'est pas vraiment aujourd'hui le meilleur moyen pour lutter contre l'inégalité scolaire, c'est vrai? Il y a effectivement, est-ce qu'on réussit vraiment là-dedans aujourd'hui? Alors, c'est difficile, c'est une question assez complexe quand même. Disons que quand on n'est pas efficace, effectivement au sens de réussite scolaire, très souvent ça va de pair aussi avec des formes d'inégalité. Puisque l'idée, c'est que c'est quand même ce manque de réussite scolaire ou cet échec scolaire, il n'est pas également partagé. Et cette pression scolaire dont on parlait, elle
elle engendre en fait un durcissement de la course scolaire. Tout le monde est un peu dans la même course. Personne ne veut perdre. Et dorénavant, tous les enfants de milieu populaire, et c'est quand même une bonne nouvelle, jouent dans cette course depuis la massification. Alors, ce qui est une moins bonne nouvelle, comme vous l'avez dit, c'est que les profs se sentent otages de pression des parents qui s'angoissent, qui fait que, au fond, on a l'impression que tout ce qui est formation de l'individu, tout ce qui est trajectoire se résume à de la réussite scolaire. On voit cet extrait très joli où il veut lui montrer qu'il va réussir, mais quand un enfant pense qu'il ne peut pas réussir, évidemment, c'est là où les problèmes vont commencer aussi pour le prof. On sait très bien que certains enfants et des recherches le montrent, que certains enfants n'aiment plus l'école parce qu'ils se sentent déjà condamnés par elle à ne pas réussir. Donc, bien sûr que je suis d'accord, il y a quelque chose qui est problématique, très asséchant dans cette efficacité scolaire, mais à la fois, les enfants aujourd'hui, tous les jeunes, savent que dans le système tel qu'il est, une partie de leur avenir se joue à l'école. Et donc, c'est normal aussi qu'ils s'en inquiètent. Oui, Jennifer. Non, je voulais juste rebondir aussi parce que les parents ont cette pression, mais elle est aussi portée par l'éducation nationale. Enfin, dès qu'un enfant rentre en CP, dans les 2 premières semaines, on va lui imposer une évaluation sur des choses qu'il n'aura vues ou pas d'ailleurs. Et puis c'est très standardisé, c'est-à-dire qu'on a un chronomètre. Enfin, c'est très violent pour un enfant de CP. Ce sera renouvelé plus tard dans l'année, puis en CE1. Ce qui veut dire que dès l'élémentaire, dès les plus jeunes années d'enseignement d'un enfant, on le met déjà dans ce bain de l'évaluation. Et un moule en même temps, parce que c'est très normatif. C'est ça. Et puis, alors que c'est pas formateur, une évaluation, là, comme elle est présentée, elle n'a rien de formatrice. Mais on nous oblige à le faire, on n'a pas d'autre choix que de le faire passer. Les parents, du coup, c'est très médiatisé, donc ils savent que dès le CP, il y a cette évaluation. Il y a même des parents qui préparent en amont leurs enfants. Avant le CP. Avant le CP, parce qu'il y a des évaluations et qu'il faut les réussir et que... C'est pas ça l'école, c'est offrir autre chose. Et vous avez souffert de cette pression des parents? Parfois, vous le vivez? Oui, on peut le vivre, ouais. Il y a des parents il y a ceux qui nous font confiance entièrement. Il y a ceux qui attendent beaucoup de choses. C'est très justement dit dans le documentaire, je me souviens plus qui le dit exactement, mais cette collègue dit que sous prétexte qu'on a été élève un jour, on peut se permettre, on connaît tous les enseignants, on en a tous eu, sous prétexte qu'on a été élève un jour, on sait ce qu'est votre métier et on peut se permettre de donner des conseils. Enfin voilà, moi quand je vais chez mon médecin, je lui apprends pas son métier. Et quand vous étiez en REP, vous avez l'impression d'avoir moins de pression de la part des parents qui vous faisaient plus confiance ou pas? Ouais, c'est le sentiment que j'ai eu, ce sera pas forcément partagé, mais je trouvais qu'il y avait un vrai, ils nous remerciaient tous les jours et il y avait pas tous, plus intéressant. Mais c'est-à-dire qu'ils nous faisaient confiance et il y avait une vraie reconnaissance que je retrouve pas forcément, en tout cas pas tous mes parents d'élèves, mais c'est moins présent. Oui, bien ajouter quelque chose. Non, je voulais revenir sur la pression à l'évaluation parce que je pense que les enseignants diversement mais éprouve aussi, et particulièrement, moi j'ai plutôt fait des recherches sur le second degré, mais dans le premier degré, j'ai remarqué que c'était très présent, cette problématique des évaluations, et je crois qu'il ne faut pas confondre efficacité dans l'enseignement et culture de l'évaluation. C'est pas parce qu'on fait des évaluations que, à tout bout de champ, que l'école va devenir plus efficace. Et je crois aussi que ces évaluations, les enseignants aujourd'hui, n'arrivent pas à l'intégrer à leur travail ordinaire. Donc c'est des évaluations pour le ministère, pour finalement la hiérarchie, mais sans en tirer un profit pédagogique. Et donc il faut bien dissocier. Vous avez des systèmes étrangers qui font très peu d'évaluations et qui sont considérés comme performants. On l'a entendu, il y a plusieurs professeurs dans le documentaire qui disaient qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ce qui les attendait. Ça a été votre cas, vous l'avez vécu comme ça ? Moi, je l'ai vécu assez mal les 2 premières années en collège, dans des collèges assez difficiles. Je trouvais qu'il y avait un contraste assez stupéfiant entre le concours d'une part, qui est quand même très élitiste, et l'agrégation, moi j'ai mis 3 ans à l'avoir, alors qu'à HEC je l'avais eu facilement. Bon. Et puis la formation aussi, dont j'ai pas retenu grand-chose en dépit de la sympathie que j'avais pour les formateurs. Et puis la réalité du métier, que moi j'ai trouvé dur.
Oui. J'aurais aimé qu'on me forme à la psychologie de l'enfant. J'aurais aimé qu'on me forme à la tenue de classe, notamment des classes un peu difficiles. J'aurais aimé qu'on me forme aux cas sociaux un peu difficiles. Bon. Et on est souvent démunis. On commet, je pense, des erreurs dans les premières années parce que personne nous a expliqué pourquoi. Donc, je pense qu'il y avait un déni. Donc moi, c'était au début des années 2000, un déni de l'institution qui ne voulait pas avouer que tout ne se passait pas aussi bien qu'elle le prétendait, et puis un déni aussi de la classe journalistique et politique, parce qu'on ne voulait pas voir certains problèmes. Or, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas en cachant les problèmes qu'on les résout. Bon. Oui, ça c'est sûr. J'aurais aimé qu'on affronte un peu plus ces problèmes. Donc moi, l'UFM, on a parlé agréablement avec les formateurs, mais il manquait peut-être un peu de substance formatrice. Ça a été votre cas aussi? Vous avez l'impression que vous avez été mise dans le bain comme ça? Moi, j'étais jetée dans... C'est-à-dire que j'ai eu mon concours... Voilà, le 1er septembre, j'étais balancée dans une école à temps complet et on n'est pas du tout préparé à ça. C'est-à-dire qu'à l'UFM, les élèves, ce sont des prototypes parfaitement, très idéalisés et maîtriser une classe, être dans une classe, avoir des élèves, ça on nous l'apprend pas, on nous apprend à enseigner le français, les maths, etc. Mais avoir un public en face de soi et puis 6 heures par jour et 4 jours par semaine, et avec tout le travail de préparation que ça demande, ça, non, on n'est pas préparé. Mais éventuellement, par exemple, à réagir à de la violence, vous avez préparé? Ça, non, on n'est pas préparé. Et ça vous est arrivé? Ouais, moi, ça m'est arrivé l'année dernière, justement. Un élève qui... alors, ça s'est très bien fini, mais c'est un élève qui était, je pense, limite en phobie scolaire, parce que les parents aussi, j'ai compris après que les parents avaient un rejet de l'école de par leur propre scolarité, mais c'est un élève qui, l'année dernière, a pris une chaise et me l'a balancé au visage, quoi. Et par colère, par... Et vous avez fait quoi? J'ai fait quoi? Dans un premier temps, j'ai été très choquée. Je me suis reconnue aussi dans la compagne de l'enseignant qui dit qu'effectivement, finalement, on attaque, on pense que c'est l'enseignant qui a attaqué, mais quand on rentre chez soi, on fait le bilan et c'est soi-même qui. Donc oui, on est choqués et puis après on alerte. On n'a pas vraiment de retour de la hiérarchie, donc après, on fait avec son équipe, parce que l'équipe, c'est, je pense, tomber dans une bonne équipe, c'est ce qui est hyper important dans une école. Et puis surtout, le dialogue avec les parents, il faut le renouer, parce qu'il a été cassé à un moment pour qu'on en arrive à cette situation-là. Ça se termine là, moi, en l'occurrence, ça s'était bien terminé, mais ça a été un moment très violent dans ma carrière. Vous n'avez pas été, en tout cas, formé à désamorcer justement quelque chose qui montait comme ça? Non, ça, on l'apprend, c'est du feeling qu'on apprend au fur et à mesure. Ça vous est déjà aussi arrivé? J'ai plein d'anecdotes à raconter sur des cas de grande tension. J'ai vu des collègues se faire frapper, j'ai séparé des élèves qui se tapaient, j'ai vu des boules de pétanque qui étaient jetées sur les profs. C'est le quotidien, en fait. Et je dis pas ça pour jeter la pierre sur certains établissements. Il y a une misère sociale qui atteint forcément le prof, puisqu'il est en première ligne. En fait, il est en première ligne des conflits sociaux et de la misère sociale. Et donc, c'est effectivement étonnant qu'on vous apprenne pas ça pendant la formation. C'est assez triste, mais je pense qu'il y a un... au début des années 2000, il y avait un vrai déni. Je pense qu'aujourd'hui, la parole s'est un peu libérée avec le mouvement Pas de vague, etc. Mais de là, ce qui est une vraie prise de conscience de la part des politiques, pour l'instant, je ne le vois pas vraiment. Il y a des très belles réformes, très, très raffinées, très complexes, mais une vraie prise de conscience de la profondeur du malaise et de la violence de ce qu'on peut voir, je ne crois pas. On en est encore loin. Je pense que la France a un peu de retard par rapport à certains pays. C'est un gros problème, le manque de formation dans le malaise des enseignants? Écoutez, c'est un gros problème, vraiment. Et tous les spécialistes de l'éducation soulignent à quel point, d'un côté, il y a une élévation du niveau de formation, le niveau master pour tous les enseignants. Et de l'autre, cette formation reste à la portion congrue, très hâtive, même pas sur 2 ans, parce que sur les 2 ans de master, une partie est largement consacrée au concours. Donc quelques mois. Alors, pourquoi cette exception française dans une formation des enseignants? Ça reste un peu un mystère, même s'il y a beaucoup de livres d'histoire. Il faut quand même rappeler que dans le second degré, le corps professionnel enseignant lui-même considérait que être calé dans sa discipline, ça suffisait pour enseigner. Et l'a longtemps considéré. Et donc, c'est très agréable d'entendre que des enseignants d'une autre génération demandent à être formés en amont. Je vais quand même dire un mot, parce que je suis partie prenante aussi, moi, de ces formations, pour dire qu'il y a des tentatives de faire de l'analyse de pratique. Il y a quand même beaucoup de mes collègues qui cherchent à faire voir des vidéos, prévenir, parler, etc. C'est notoirement insuffisant. Comment dire il y a toujours eu des situations de grande tension dans la classe. Et donc l'erreur un petit peu aussi, c'est de se dire que c'est carrément nouveau.
Alors, depuis les années 90, bien sûr que c'est plus à l'agenda, mais ce n'est pas carrément nouveau. Il y a des exemples historiques de chahuts qu'on appellerait, ou de violences scolaires que l'on pourrait citer, et qui sont aussi très, très notables, mais qui n'étaient pas interprétés de la même manière socialement. Vous voulez ajouter quelque chose, Jennifer? Non, je voulais juste te dire que pour rebondir par rapport à la formation et au recrutement, notamment avec la loi Blanquer qui va sortir, c'est que maintenant, ils vont proposer aux AED, donc les assistants d'éducation, les pions, d'être face à des élèves. La seule condition, c'est de s'y connaître dans la matière, quoi. Il n'y a pas de connaître les enfants. Ça prouve la réalité de ce qu'on attend d'un enseignant aujourd'hui. Ça suffit pas. Jennifer, vous avez été cofondatrice d'un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, les stylos rouges. Vous dénonciez notamment des conditions de travail dégradées et des bas salaires. Vous avez quitté depuis le mouvement en désaccord avec la décision qui avait été prise de faire grève des surveillants d'examen le premier jour du bac, en partie, peut-être pas que pour ça. Est-ce que vraiment les Français, pour vous, sous-estiment complètement la pénibilité de votre métier? Je pense, oui. Je pense que toute la partie du travail invisible, qui est la partie la plus conséquente de notre travail, est complètement méconnue. Oublié. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous remercier pour cette émission, de nous donner la parole et ce reportage qui est criant de vérité, parce que l'opinion publique a besoin de connaître un peu la réalité de notre travail, de savoir que c'est pas 24 heures face à élèves, que c'est bien plus. Et qu'on a entendu, on arrive calme le lundi matin, au bout de 3 heures, vous êtes épuisé déjà. C'est ça, c'est-à-dire que moi je vois vraiment ça comme une batterie. Sollicitation permanente. Le lundi matin, la batterie est chargée à peu près, et puis au bout de quelques minutes, elle commence à se vider, et après on est sur la réserve tout le reste de la semaine. Et ça, c'est très bien vu aussi quand l'enseignant dit maîtresse, 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 et c'est vrai, on est sollicité tout le temps. Et ça, à moins d'être dans une classe au quotidien avec des élèves, c'est compliqué de Et s'en vos rendre proches, compte. par exemple, si vous êtes fatigué, ils comprennent pourquoi? Mon conjoint, oui, parce que lui, il vit avec moi au quotidien, il le sait, il a la réalité du métier. Ma famille, je sais que si j'ai le malheur de dire que je suis fatiguée, on peut me dire non, attends, tu sors de vacances et dans 3 semaines, tu es de nouveau en vacances, quoi. D'accord. Éric, ce dont se plaignent également les enseignants, c'est d'être isolés face à leur mission et assez peu soutenus par leur hiérarchie. Alors c'est vrai que le professeur travaille parfois en équipe avec ses collègues, mais il est assez seul face aux élèves. Il peut se sentir abandonné quand il est en difficulté avec sa classe. Et on a quand même un nombre impressionnant de cas de profs qui sont éjectés du système ou mis dans d'autres lycées très vite s'il y a des tensions qui apparaissent avec les classes. Donc il a rarement le sentiment d'être défendu, ça c'est clair. Il y a un problème que je trouve assez profond par ailleurs de DRH, de gestion des ressources humaines. Le prof est assez seul. Par exemple, moi en 15 ans de métier, jamais un supérieur hiérarchique m'a convoqué dans son bureau pour me dire Monsieur Patrico, faisons le point, comment se passe votre carrière, qu'est-ce que vous ressentez? Jamais. On est inspecté une fois tous les 8 ans, 10 ans, par quelqu'un, parfois des très bons inspecteurs, qui parfois nous disent beaucoup de choses agréables, mais parfois aussi des critiques. Mais c'est un rapport très hiérarchisé. C'est pas vraiment un dialogue. Donc, il y a un côté un peu effarant. On fait sa carrière assez seul. Puis le mouvement Pas de vague le montre quand même. Oui. Finalement, parce que c'est ce mouvement qui avait été initié pour pouvoir dénoncer les violences. Alors, je trouve ça très intéressant. A montré quand même que dénoncer les violences, c'était pas vraiment soutenu. Il y a un phénomène d'omerta très profond. Moi, j'avais écrit un premier livre en 2011 là-dessus, sur le fait que les violences étaient systématiquement étouffées. Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que tout d'un coup, les profs parlent. Un peu comme les gilets jaunes, finalement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans un deuxième temps, ça a à nouveau été étouffé par la classe politique, par les syndicats, même par des collègues qui disaient c'est pas si grave. Les profs se font parfois taper, les élèves restent gentils, il faut les aider. Bon, j'ai cru remarquer que les profs souvent n'en parlaient pas des violences qu'ils subissaient parce que ils veulent pas dégrader leur propre image, ils veulent pas passer pour un mauvais prof vis-à-vis des collègues, et puis que symboliquement le prof se sent du côté de l'élève. Il protège l'élève quand même. Il choisit le métier parce qu'il aime les élèves, il veut les aider. Donc quand il subit des violences, il va avoir tendance à... Oui, c'est un échec personnel, et puis à protéger l'élève malgré tout, il va pas vouloir enfoncer l'élève. Donc il y a un phénomène d'autocensure que j'ai senti aussi dans le mouvement Pas de vague. Il y a eu un deuxième temps où tout d'un coup le mouvement s'est étouffé parce que les profs voulaient pas non plus faire croire que les élèves étaient tous violents. C'est quand même incroyable, c'est comme ça qu'un mouvement s'arrête. Ça s'est arrêté assez vite, oui. Oui. Oui, mais je voulais rebondir là-dessus parce que évidemment, moi, j'ai beaucoup insisté, pas forcément sur les violences, mais sur la pénibilité, l'intensité de la classe aujourd'hui, à partir aussi de choses qui sont aussi des bonnes nouvelles, parce qu'on entend des enseignants dire qu'ils veulent que les enfants s'expriment, osent, soient à l'aise. On veut plus d'un certain type
d'autorité, extrêmement vertical, voire violent, oui, ça etc. a changé, oui. Voilà, et on est un peu tous d'accord là-dessus. Et à la fois, forcément, c'est plus compliqué dans les classes. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est plus compliqué, même lorsqu'on n'est pas dans des cas extrêmes de violence. Oui. Et le problème un peu de cette histoire de violence, c'est que ça focalise sur des cas extrêmes où bien sûr tout le monde va s'entendre pour dire que c'est odieux, mais ça cache tout un continent ordinaire. Bien sûr. Il faut en parler aussi. Oui, Oui, c'était important voilà. aussi pour soulager un peu, pour libérer la parole, pour soulager, pour dénoncer cet isolement aussi, cette absence de soutien quand même. Voilà. Brisé quand même par ce genre de choses. C'est ça. Mais je suis quand même d'accord avec vous pour dire que la hiérarchie est plus ou moins soutenante, parce que les chefs d'établissement savent plus ou moins faire. C'est vrai. Ont plus ou moins le temps de faire, parce que même ils ont leur propre malaise avec des tas de choses à faire. Il y a la réputation des établissements aussi à défendre. La réputation des établissements, mais je voudrais dire aussi quand même que les enseignants, comment dire, ils se sentent isolés, mais ils ont du mal aussi à en parler. Oui. Et ils ont du mal à avoir une communication professionnelle là-dessus. Moi, mon discours, c'est qu'aujourd'hui, dans une société où les rapports d'autorité ont changé, c'est normal d'avoir des rapports d'autorité, c'est pas normal de se faire taper dessus, bien sûr, mais c'est un problème professionnel. On doit prendre quand ils parlent, on les entend dans la formation, etc. Et ils n'en parlent pas non plus entre eux. Autre problème, évidemment, de la mobilisation des enseignants, c'est la revalorisation salariale. L'objectif qui a été fixé par Jean-Michel Blanquer est de garantir un salaire minimum de 2 000 € professeur. Est-ce que ça vous va? Je peux vous demander combien vous gagnez? Moi, je suis à 1 700 €. Au bout de 10 ans? Ouais, j'étais à 2 000 € quand j'étais en REP+. Là, j'ai une perte de salaire, effectivement. Non, moi, ça me convient pas. Vous travaillez combien d'heures par semaine, en réalité? Moi, je travaille beaucoup, peut-être trop par rapport à mes collègues, certainement, mais je pense que je suis à 45-47 heures par semaine de travail. Oui. Donc, pour un bac plus 5, effectivement, on a des vacances, mais moi, les vacances, je travaille durant mes vacances au moins 1 semaine et demie. Pour préparer la suite, pour corriger Je prépare, je corrige. Et puis, il y a aussi, quand on a une classe, on n'a pas juste un groupe classe, on a des élèves, donc il faut individualiser le parcours, ça demande du temps. On n'est pas magicien, on n'arrive pas en classe ça se prépare, quoi. Donc, effectivement, ça demande du temps. Et payer 2 000 € pour ce temps de travail, ce diplôme, et puis ce travail invisible, et aussi toute cette charge, parce que c'est un métier où quand on ferme la classe, c'est pas fini. C'est pas fini, quoi. C'est-à-dire que oui, on a du travail, mais en plus, on ramène tout ce qu'on a vécu au quotidien et qu'on va vivre encore demain chez nous. Il y a plein de soirs où je rentre minée par ce que j'ai pu entendre par mes élèves ou en voyant des situations. Leurs difficultés, leurs souffrances. Ouais, on emmène ça, on emporte ça à la maison, quoi. Et alors c'est le cas d'autres métiers, effectivement. Mais 2 000 €, c'est bien en deçà de ce qu'on mérite, vraiment. Enfin, on nous dit que c'est un beau métier. Mais on ne va pas vous le faire payer non plus, que ça soit un beau métier. Voilà. C'est ça que Et puis aussi, je voudrais juste souligner, excusez-moi, en tout cas dans le premier degré, tout ce qu'on investit pour nos classes. C'est-à-dire que on paye énormément de choses pour nos élèves. C'est-à-dire que quand on est dans des milieux un peu plus compliqués, au bout d'un certain nombre de quotas de photocopies, c'est nous qui payons nos photocopies. Nos manuels, on les finance. Le matériel scolaire, si on en a besoin, et que la mairie, parce que nous, le matériel est financé par la mairie. Alors, si on a de la chance d'avoir une mairie généreuse, tant mieux. Si on a moins de chance, tant pis. Et donc, on paye. Moi, j'arrive à entre 500 et 700 € par an pour ma classe. D'accord, de matériel qu'ils utilisent. Ouais, donc c'est le mien, je l'emmènerai avec moi si je change d'école, etc. Mais c'est quand même sur mes deniers perso que j'investis dans ma classe, quoi. C'est pas normal. Vous avez l'impression aussi quand même qu'on vous fait payer votre vocation? Oui, moi je trouve que la question du salaire n'est pas négligeable. Toutes les études montrent qu'il y a un décrochage du pouvoir d'achat des profs depuis 20 ou 30 ans. Donc les profs prennent pour une forme de mépris de la classe politique le fait que leurs conditions de salaire se dégradent continuellement. Et je pense que c'est aussi pour ça que la plupart des réformes ont du mal à passer. C'est qu'il y a un court-circuit. On demande aux profs de s'adapter, de changer de métier, de travailler plus, mais les salaires baissent continuellement. En tout cas, ils sont bloqués, le pouvoir d'achat baisse. Donc on ne se sent pas reconnu de ce point de vue-là. Mais c'est spécifique à la France, ces salaires bas des enseignants, ou c'est toute l'Europe est pareil? C'est grave. Hein. Enfin, en tout cas, la France, on est moins bien situé, globalement, quoi. Voire nettement moins bien situé, oui. Oui, d'ailleurs, il y a une allusion dans le documentaire avec Jean-Michel Blanquer et des enseignants qui regardent la télé, où on voit des comparaisons internationales. Et oui, en Europe, le salaire enseignant français est bien au-dessous de la moyenne des pays européens. Pour un temps de travail équivalent. Et pour autant,
voilà, qui est censé être compensé par une sécurité d'emploi, etc. Je voulais juste ajouter, en plus de la question salariale, il y a aussi la question de tout ce qu'on peut avoir quand on est dans une entreprise privée. Alors effectivement, c'est différent, nous on travaille pour le public, mais on n'a pas de médecine de travail, on n'a pas de comité d'entreprise qui peut nous permettre, alors que justement on a un métier qui est lié pleinement à la culture. Or, si on veut s'investir un minimum, il faut aussi payer. On n'a pas de mutuelle de prise en charge, etc. Or, oui, moi, personnellement, je tombe malade tous les mois parce qu'on côtoie les microbes. Vous voyez, c'est pas que la question. C'est la question salariale, mais c'est pas que, en fait. D'accord. On mérite plus que ça. Oui, si je peux ajouter. En fait, moi, ce qui me dérange dans le salaire d'enseignant, c'est que j'ai pas mal d'amis qui ont fait des études comme moi, donc un bac plus 5. Et quand je vois ce qu'ils gagnent, eux, par rapport à ce que je gagne, ce que je vais gagner plus tard, et ce que vous gagnez, alors qu'en plus de ce bac plus 5, on a quand même passé un concours. Et je me dis, il y a vraiment un problème dans le système. Et le souci, c'est que les gens ne voient que, enfin moi personnellement, c'est les vacances. Tu as ce salaire-là, mais toi, tu as beaucoup de vacances. Et en fait, non, je suis pas d'accord. On a un bac plus 5, on a un concours difficile. Pour moi, il y a vraiment un souci, c'est sûr, au niveau du salaire quand on compare. Moi, il faut que j'arrête de comparer avec certains de mes amis qui ont un bac plus 5 parce que ça me rend malade, en fait. De voir la différence, elle est énorme. Et pour un travail qui, bien sûr, on ne travaille pas 25 heures par semaine, c'est sûr. Comme tu le disais, tu es plus à presque 50 heures par semaine. Bon, tout ce qui s'est dit, ça vous a pas découragé? Non, du tout, du tout. Votre vocation est là. Toujours. Je pense heureusement, puis il en faut des personnes comme moi. Je suis pas la seule. Là, je suis là ce soir, mais je représente toutes les personnes justement qui gardent espoir. Et je pense qu'il en faut toujours, heureusement. Si c'était à refaire, vous referiez? Moi, je le referais parce que j'ai un amour de la littérature qui fait que j'aime le métier. Mais je veux pas plomber l'ambiance, mais je me souviens que dans le documentaire, un prof disait que ça peut pas être pire. Mais ça peut être pire. Quand on voit le système américain, on voit des profs qui sont obligés de cumuler un travail le soir pour vivre et qui payent eux-mêmes effectivement leur propre manuel et compagnie. Donc ça pourrait être pire. Donc je pense que les profs doivent être vigilants pour pas que ça devienne pire. Bon, je compte sur la classe politique pour réagir un petit peu. Vous regrettez pas non plus? Ah non, je suis amoureuse de mon métier, passionnée. J'aimerais juste qu'on soit enfin reconnu et pour que ça se passe au mieux encore. Merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, je ne vais pas être grossière, donc je ne dis pas de grossièreté, mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer dans 2 jours pour vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. C'était la dernière pour cette saison avant la trêve estivale. Et je vous retrouverai avec plaisir à la rentrée prochaine pour de nouveaux numéros du Monde en face. D'ici là, vous pouvez voir ou revoir le documentaire Prof en première ligne ainsi que le débat sur le site France TV. Je souhaite une très belle fin de soirée sur France 5 et à très bientôt. Bonsoir.